Bienvenue dans nos bureaux. On mixe 3 équipes ici, celle du Theme Full Stack, de The Deployer qui est vraiment la team principale où il y a 8-9 personnes peut-être, l'UVAIK. Tous nos bureaux en fait sont regroupés ici, ça permet d'humaniser le travail en remote, dirons-nous. Aujourd'hui, on lance le Q4, on va faire le point sur plein de sujets qui sont super importants sur la boîte. Je vais peut-être couper les parties qui seront et qui resteront confidentielles. Et là, on y va, donc on va rejoindre tout le monde. Je prends tout le temps mon petit carte pour aller un petit peu plus vite et let's go. En fait, j'ai fait un process de recrutement, si tout le monde n'est pas au courant, tout le mois d'août au moins, où j'ai balancé pour combler une partie, et on en parlera tout à l'heure, c'est la mise à jour de roadmap de clients à l'intérieur de The Deployer pour tous les clients actifs. C'est la partie sur laquelle on avait le plus de besoin, j'en ai reparlé hier vite fait avec Joshua. On a besoin d'une personne qui veille au roadmap, qui s'assure que les tests qu'on lance sont toujours les plus pertinents et qu'on a toujours des idées dans les roadmaps de clients, parce que globalement, vu qu'on est une agence qui décide entre guillemets de ce qu'elle fait et qui l'applique, si on n'a plus d'idées et si on n'a plus matière, eh bien on accepte aussi de perdre notre client, ce qui n'est pas forcément le but du business. Le but, c'est de continuer d'apporter de la valeur, et pour le coup, il y a toujours des trucs à faire, et on a besoin de quelqu'un comme Elliot pour faire ce que je faisais pas en fait, et ce que j'avais pas le temps de faire à fond, parce qu'on est sur pas mal de sujets, comme vous en doutez, et voilà. Donc, welcome. Après, on a toute la team Luvaïka, là. Younes, tu nous racontes? Tu veux toujours que je raconte des histoires. Ouais, je pense que tout le monde est un peu au courant. Peut-être pas Elliot ni Kylian, mais je pense que si. Avec Maxime et Thomas, bon, on s'est associés en début août pour acheter du Vaika. J'ai commencé dès le premier jour avec Zakaria qui a très bien rejoint l'équipe. Après, on a recruté Anne et Mohamed pour la suite, en espérant que du Vaika prenne toute la partie développement de deployer et devienne la meilleure agence de dev Shopify. Ouais, en espérant que la partie client deployer soit quand même une petite partie de l'activité globale de l'UVK, parce que ça rend quand même accessible à plus d'e-commerçants, on va dire, les services du groupe, maintenant si on peut appeler ça comme ça, parce que du coup, là où il y a un montant minimum de transactions pour accéder au test et à tout ce qu'on fait sur Deployer, la partie l'UVK, en fait, elle est accessible à n'importe quelle personne qui a une boutique et un besoin qui est défini, et pour lequel il y a pas mal de taf. Du coup, welcome Zach, Anne et Mohamed. On fera un point sur l'UVK, ce qui s'est passé puisque ça fait déjà un mois, plus ou moins. On a déjà kill quoi, 3 ou 4 missions pour lesquelles, du coup, Zach, t'as quand même pas mal contribué, parce que Anne et Mohamed sont pas encore sur des projets clients. C'est super important pour Elliot, Kylian, Lena maintenant qui commence à faire des calls clients, Joshua, de savoir comment l'UVAIK fonctionne, parce qu'on va vraiment encore plus créer la barrière avec le deployer, et c'est important que vous ayez les services en tête et que vous soyez capable de les présenter quand vous êtes en relation avec un client pour savoir quand est-ce qu'il faut orienter vers l'UVAIK ou pas, et surtout qu'on soit tous alignés sur le discours, pas recharger la mule qui est The Deployer, et qu'on ait essayé d'alléger toute l'année. Donc voilà, j'ai préparé un peu une structure de presse, on va dire quelques points à creuser avec vous pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cet été et que tout le monde soit au courant. Et puis qu'on s'engage sur cette partie Q4 qui risque d'être assez physique. Moins aussi physique que cet été, c'est bizarre de le dire, mais genre vraiment, déjà on s'est tous butés cet été, et je pense que le premier point de ce talk, c'est de vous dire merci à tous, parce que on s'est bien organisé sur les vacances. Il y en a quelques-uns qui sont partis, qui ont pris une semaine, mais ça s'est vu, mais nulle part. On a conservé la valeur qu'on apporte. Max, tu peux peut-être nous faire un petit récap s'il y a eu de la perte parmi les tâches qu'on fait d'habitude, parce que toi, tu as tout le suivi de prod ou les tests qu'on lance, mais franchement, GG à tous, parce qu'on n'a pas flanché sur cette partie Summer. On a été là partout, on a conservé le même niveau de service littéralement. Et pour le coup, c'est à reconnaître. Bien joué, les gars. Ouais, grave. Super GG à tous. Très content de cet été. J'ai vu pas mal de belles choses, notamment sur le mois d'août où j'ai été quasiment entièrement absent de Deployer en réalité.
Donc j'ai pas produit de tâches, je vous ai pas aidé sur la roadmap. J'ai vu des belles choses entre vous, entre les deux équipes aussi. Donc, très cool. Younes, big GG pour la partie CTO. Josh pour les calls account manager, c'était top. J'ai rien à dire, on a maintenu le cap. Je pense pas qu'on ait sous-produit particulièrement cet été, comme ce que font malheureusement pas mal de boîtes. Du coup, nouveau membre dans l'équipe, on a dit deployer, Elliot qui nous rejoint en CRO. Son objectif principal, c'est de garder un œil sur toutes les roadmaps de clients. Il est en train de revenir sur celle de Boku. Pour avoir suivi un petit peu avec le point d'hier, ça commence très bien. Donc hâte de voir ce que tu vas sortir. Et puis le but c'est d'enchaîner et qu'on ne prenne pas une semaine à étudier une roadmap parce qu'avec 20 clients, en fait on n'aura pas le temps de passer sur toutes les roadmaps de clients avant la fin de l'année. Et donc il faut trouver un peu un juste milieu sur le fait de produire un taf quali, de le faire dans le calme pour avoir des bonnes idées, être capable de bien les définir et de les justifier, mais être capable aussi de passer sur la majorité des roadmaps avant cette fin d'année. Anne, Mohamed, Zakaria qui sont en dev sur l'UVAIK, donc Anne et Mohamed qui sont plus sur la partie formation, Mohamed qui rejoindra la prod un peu plus rapidement je pense, et Kevin qui est l'ancien dev de chez Sisters, qui est freelance Shopify depuis longtemps, nous rejoindre à partir du 11 septembre, ce qui fait 4 profils sur l'UVAIK en prod du moins, et du coup on parlera du thème tout à la fin. Pour vous expliquer un peu ce qu'il en est parce que personne n'a forcément beaucoup d'infos sur ce sujet. Donc voilà. On change d'offre The Deployer. Globalement, c'était déjà le sujet du 1er janvier 2024, mais ce sera effectif au 1er octobre. J'ai pas 100% des infos parce que j'ai un call avec Max demain après-midi pour qu'on décide en fait de comment on le fait réellement. La strat qui a été faite, c'est que en fait, avec 20 clients actifs sur The Deployer, c'est très difficile de changer d'offre au moment où tu décides de le faire parce que tu as un risque de perdre des clients. Tu vas potentiellement plus centrer ton service, facturer plus cher et ça peut être assez radical pour certains clients, particulièrement ceux qui avaient un pricing historique, disons, sur la boîte et qu'on accompagne depuis plus de 2 ans. Donc cette offre, c'est notre conclusion à nous pour craquer la rentabilité et mieux se concentrer sur l'essentiel et donc sur la valeur qu'on apporte sur Deployer. On vous partagera ce document et vous pourrez entrer en détail sur l'offre. Je pense que les personnes qui doivent en être au courant principalement, c'est Kylian et Elliot. Pour le reste, rien ne change. On va dire sur la partie prod, ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir 2 A/B tests par mensualité en moyenne, on passera à avoir toujours un test en cours et cette gymnastique en fait on l'a déjà plus ou moins mise en place. Donc ce qui change principalement c'est vraiment sur la partie client. Nouveau pricing pour tout le monde, la manière de justifier ce nouveau pricing et donc évidemment cette augmentation de prix, c'est déjà d'une l'expérience et les résultats qu'on est capable d'apporter. Je pense qu'on pourrait faire un ratio assez intéressant des tests positifs qu'on a réussi à faire au fur et à mesure de temps, mais j'ai vraiment l'impression qu'on apporte plus de résultats quand même. Évidemment on lance plus de tests, donc ça ce sera à Maxime de nous dire. Évidemment, ça concerne la profitabilité de la boîte. On a besoin pour continuer de vivre, de revenir sur cette partie profit parce que dans tous les cas, on pourra toujours augmenter le prix du service. Mais là, on a quand même eu de réels problèmes de profit, particulièrement aussi avec les clients historiques. Et puis, on a aussi cette arrivée d'Elliot qui vient justifier cette augmentation de prix parce qu'on boucle la dernière pierre du service et on a mis du temps aussi à s'en rendre compte et à se rendre compte qu'on avait de vrais besoins là-dessus. Max, tu veux rajouter un truc? Peut-être je parlais des tests positifs ou autre. Non, globalement, on a lancé beaucoup plus de tests, particulièrement depuis le mois de juin. Ça se passe très bien. Sur 8 marques sur 10, je dirais, on a au moins un test d'avance tout le temps. Donc, il faudrait monter ce chiffre-là, mais ça se passe très très bien à ce niveau-là. Dernièrement, alors est-ce que c'est la chance ou nos efforts collectifs? On a passé énormément de tests positifs sur des marques sur lesquelles on avait eu du mal à le faire. J'ai pas la liste complète, mais j'ai quelques noms en tête que je vais taire pour l'instant. Mais ça serait intéressant de faire un petit bilan là-dessus. Mais là, on a passé énormément de tests positifs en juillet-août. Donc ça, c'est top. Et moi, au moment où je fais les rapports chaque lundi, j'ai toujours 7 à 8 clients sur 10 sur lesquels il y a un test en cours. Donc on n'est pas très loin d'atteindre ce qu'on souhaiterait. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette partie-là. Sincèrement, c'est stratosphérique par rapport à l'année dernière. Ah ouais, faut tracer la courbe, elle est belle à mon avis.
Donc aujourd'hui, on a vraiment recentré le service de The Deployer sur le lancement et l'administration d'AB test en absorbant tout et en faisant un peu abstraction de la complexité du lancement d'un test parce que c'est la seule et unique manière de justifier la valeur qu'on apporte et donc notre coût de service mensuel. Et une bonne leçon à apprendre qu'on a aussi fait hier avec la perte d'un de nos clients sur le sujet. En fait, c'est là-dessus que doit être concentrée l'intégralité de notre service. Avancer peut-être plus doucement pour le e-commerce, mais plus sûrement en s'assurant que on lance et on run toujours le bon test. Elliot, c'est un sujet qui devrait te tiquer un petit peu parce que quand la team dit on a toujours un test d'avance, techniquement, il y a une strat aussi qui se dessine sur le fait de prendre un petit peu d'avance sur la production pour être capable d'empiler et d'enchaîner les tests. Et donc toi, il faut aussi que tu aies une longueur d'avance sur l'analyse des roadmaps de clients pour être sûr et certain que le test qu'ils préparent est le bon. Et ça va venir, tranquille, pas de stress. Mais plus tu vas être familier avec des roadmaps et prendre le contrôle de clients et connaître un petit peu le scope et l'historique qui a été fait sur ces derniers, plus tu seras en mesure d'anticiper quel est le bon test à suivre. Et parfois, comme on l'a fait par exemple sur Audace, on a souvent ce test positif qui découle vers un autre test ou une suite de tests positifs parce qu'on a eu un signal et on se rend compte qu'on peut continuer à aller chercher de la valeur dessus et c'est quasi sûr qu'on peut le faire. Rien n'empêche de lancer un test qui est pertinent pour avoir des tests qui s'enchaînent et de revenir sur la suite du premier test. Tant qu'il y a un arbre qui se dessine, que c'est cohérent et qu'on se sert des conclusions précédentes pour faire les tests suivants, go on. Sur Deployer, on perd 5 clients. Je crois que, Max, confirme-moi, est-ce que avant cet été, on avait perdu un client depuis 2024 ? Je crois un en 2024, mais ça faisait déjà plusieurs mois, on s'était fait la réflexion qu'on n'avait pas perdu de clients. Donc là, on en perd une belle poignée, on en gagne aussi une belle poignée. Mais les conclusions sont assez intéressantes, il y a pas mal de raisons différentes. Certains de notre fait, certains moins de notre fait. Donc je pense que Thomas, ce serait bien que tu fasses un petit récap sur ça avec la team, qu'on puisse tous apprendre de ce qui s'est passé là dernièrement. Ouais, en fait, quand je préparais le petit call là, d'aujourd'hui, on était à 4, mais hier à 18h, on est passé à 5. En signant 5 nouveaux clients sur cet été, en perdant 5, globalement, l'été est gratuit, on reste au même niveau, pas forcément de croissance sur Deployer sur ce sujet-là, même si on s'est bien retourné sur la partie sales. Parmi les 5 clients qu'on perd, on perd quand même au moins 3 d'entre eux qui sont des clients qu'on accompagne depuis au moins 1 an, d'autres qu'on accompagne depuis au minimum plus de 6-8 mois. Et donc, même si on remplace 5 par 5, on a quand même 5 nouvelles personnes avec une relation entière à créer et de la preuve de résultat à apporter le plus rapidement possible pour créer cet engagement qu'on a réussi à créer avec les 5 autres. Le point positif, c'est que techniquement, on est 2 ans plus tard ou 8 mois plus tard pour certains et que notre vision du e-commerce s'est encore affinée, qu'on est capable de cerner un petit peu plus ces marques-là et d'apporter du résultat plus rapidement. Mais ça reste une perte qui est considérable et qui est importante pour la boîte et sur laquelle évidemment on va se relever. Et il y a un learning à faire pour tout. Il y a aussi un point assez sécuritaire aujourd'hui via l'écosystème qu'on crée. Techniquement, personne sort de l'écosystème. Parmi les clients qu'on perd, c'est des channels qui sont reliés avec l'UVAIK, une présence et ce support technique qui reste présent. Et il y a 0 conflit avec aucun de ces clients qu'on perd. Au contraire, on en perd un qui veut faire d'autres types de tests sur la boutique et qui a de grandes chances de revenir. On est en train de suivre ça, qui était notre client le plus historique. On partait pour 3 mois, on en a fait 8 parce qu'on a eu des super bons tests, on a eu de la matière, etc. Mais il y avait une fin qui était prévue depuis le début. Ça fait quasi depuis qu'on existe, qu'on les accompagne. Je pense que c'était pour eux comme pour nous le temps d'avoir du renouveau et on est passé par 1000 étapes différentes avec ce projet. Pour le coup, je pense que ça reste celui quand même qui est le plus lié à la valeur qu'on a réussi à apporter malheureusement et il y a une part de notre faute. On a un client qui n'arrive plus à décoller. Et qui doit couper des coûts et malheureusement c'est normal que l'agence CRO elle saute avant de faire sauter l'acquisition par exemple qui est le point d'entrée de tout le funnel. Le client qu'on perd hier, globalement le learning qu'on a eu c'est que globalement on s'était mis d'accord sur un plan. On avait défini en fait le nombre de cartouches à gérer
et il y en a une qu'on n'a pas utilisée par prétexte qu'un test était déjà prêt et c'était pas le bon. Et pour le coup, on en était tous conscients, on l'a lancé quand même. Je blâme personne en fait sur ce sujet, mais je pense que c'est un bon apprentissage sur la suite parce que je sais que même si on n'avait pas eu de résultats sur ce nouveau test à lancer, mais en fait on aurait respecté à 100% notre engagement et on aurait prouvé notre obligation de moyens et de tout donner pour y arriver, et peut-être qu'on aurait eu une chance supplémentaire sur le mois pour prouver encore qu'on est capable d'apporter plus. Donc c'est dommage parce que c'était imprévu et qu'on aurait pu avoir un client en plus qui rentre par rapport à ce qu'on perd. On n'est pas habitué à perdre autant de clients et on n'est même pas habitué à en perdre tout court. Donc il faut vraiment qu'on consolide vraiment sur cette partie Q4. Si le moindre personne sent en production qu'on commence à être tendu avec les nouveaux clients qu'on onboard, dites-le nous. Et je préfère qu'on close ou qu'on post-spawn l'entrée de nouveaux clients ou la réalisation d'audit, pour qu'on conserve une qualité de service qui est OK, un Elliot qui arrive à gérer les roadmaps qu'il est en train d'apprendre et avec lesquels il va se familiariser, et surtout une team de prod qui n'est pas surchargée. Comme ça, il n'y a pas de question de dire si le test est planifié, je n'ai pas la bande passante pour en développer un nouveau et tenir cet engagement d'avoir toujours un test en cours. Voilà plus ou moins ce que j'avais à dire. Dans tous les cas, je vous ai fait un récap aussi hier de l'enseignement qu'on tirait, et encore une fois Max, si tu as un truc à dire, ou même quelqu'un sur les clients et leur gestion, on fait de notre mieux en acquise, même si on s'est pris une claque depuis le début de l'année et que l'acquise n'a pas tourné comme les années précédentes. On fait tout ce qu'on peut en fait pour remuer ça, et je vous expliquerai aussi en fin de call ce qu'on prévoit de continuer à lancer, que ce soit sur la partie contenu, la partie prospection, les anciens clients, les passages sur l'UVAICA, de l'UVAICA à The Deployer, de The Deployer à l'UVAICA, etc. qui permet en fait que n'importe quel client qui commence à se familiariser avec l'écosystème et qui comprend nos valeurs en termes de delivery de services et de prise en charge d'un client puisse bouger en fait d'un service à un autre. Très clair, moi j'ai rien à rajouter sur la partie production. Thomas, je pense que c'est un point vraiment à part. Mais ça va être très intéressant ce qui va se passer côté production et organisation, notamment des priorités. Le principal changement, c'est qu'on apporte une vision qui n'est plus mensuelle, mais qui est long terme, sur lequel le focus c'est d'avoir de l'avance et plus d'être dans les temps, ce qui change beaucoup de choses en fait au quotidien. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. On en parle demain, Thomas, mais ça va arriver très rapidement et ça va être très intéressant, je pense, en termes d'organisation. Donc globalement, on a vraiment fait le point sur ce qui était la base. Les choses qui vont arriver, c'est la mise en place de ce changement d'offre, sur laquelle peut-être on va avoir un rebond de clients, on verra. Mais dans tous les cas, on sortira plus de rentabilité et plus d'attention par client pour apporter encore une fois plus de résultats. On a Kevin qui commence sur l'UVAICA, et je vous présenterai un petit peu plus en détail ce que fait l'UVAICA pour que tout le monde soit au courant. Et puis ces nouveaux clients qui arrivent, dont l'audit de Chilo qui est en cours. Notion a sorti récemment une nouvelle feature permettant de voir et de rendre visuel toutes les données qu'on a dans des bases de données. Je suis en train de structurer ça pour la partie sales, mais je pense que ce sera le cas partout. Parce qu'aujourd'hui, sur la partie production, par exemple, on a un suivi du nombre de tickets terminés pour voir si la production a réussi à être gérée dans son intégralité parmi tout ce qui était prévu sur la mensualité en cours. Et en fait, on va avoir un suivi pour tout le monde. On va avoir un suivi pour suivre la performance des devs, de la prod, des sales, des audits qui font partie de la partie sales et la première brique d'onboarding d'un client, et puis des mini-audits et check-up qu'on envoie sur la réétude d'un client. On part du principe en fait, par exemple dans notre cas et sur la partie audit et check-up, que la performance de la boîte, si elle est basée sur la valeur qu'on apporte, même si on a les meilleurs process de dev, les meilleurs process de design, de communication, d'administration d'un test, si on ne travaille pas sur le bon test, malheureusement, tout s'écroule. Et donc, dès le point d'entrée, en fait, on doit être meilleur, remettre en question continuellement les raisons de mettre une tâche en base de données et puis la manière dont on la définit, pour être sûr et certain que ce soit une tâche qui ait du sens et qu'on ne la mette pas juste parce qu'il faut en mettre et augmenter ce chiffre. Donc on va essayer de driver un petit peu plus la performance de chacun pour que tout le monde ait un suivi global sur ce qu'on fait, ce qu'on rentre,
comment la boîte s'améliore et que le seul indicateur de croissance soit pas forcément le chiffre d'affaires de la boîte. Pour le coup, c'est pas le cas en fait, et depuis longtemps, parce que on s'est rassuré aussi entre nous toute l'année, parce qu'on a vu les changements. Par exemple, on a le nombre de tickets global qui est passé de 150 tâches qu'on sortait tous les mois il y a un an à moins de 50 sur les mois en cours. Donc c'est stratosphérique, on a divisé par 3 la charge de production tout en conservant le même nombre de clients et en augmentant même, voire en stagnant en termes de chiffre d'affaires. Donc pour le coup, c'est une donnée qui est ultra rassurante sur le nombre de clients qu'on va pouvoir gérer aussi en production par la suite, la capacité à absorber un client, la manière dont on gère notre service au global. Et donc le but, c'est d'avoir plus de données de ce genre pour avoir des signaux plus positifs ou négatifs à moindre échelle. Pour ceux qui ont été dans des plus grosses structures, ça paraît genre évident, mais chez nous on le met en place au fur et à mesure. On s'est plus concentré sur la brique visible par le client que sur notre brique à nous, même si la production est à des années-lumière de ce qu'on a fait nous sur la partie sales et audit, parce que le focus devait être là-bas. En tout cas, il y a pas mal de trucs stylés qui vont arriver et c'est lié en fait aux nouveaux objectifs clairs qu'on va avoir par poste. Alors évidemment, on va avoir des manières de traquer la performance globale vis-à-vis des clients, mais aussi l'évolution en fait des ressources qu'on a en interne en se mettant des objectifs un petit peu plus clairs. Le but, ça va être de gamifier un petit peu plus ce qu'on fait au quotidien et surtout l'évolution et sur quoi se concentrer. Ça va donner un petit peu plus de visu pour Elliot, Léna et moi, qui vont avoir des objectifs différents aussi évidemment en fonction de leur focus, pour savoir où ils se situent dans leur apprentissage, jusqu'à être, dans le cas d'Elliot ou Kylian par exemple, un CRO avancé, capable de former d'autres CRO, d'être capable de défendre ses idées face à un client, etc. etc. Seulement la partie développeur est réellement définie pour le moment. On vous la partagera si vous êtes curieux, mais on est parti du principe qu'en fait tout ça, ça peut être un moyen pour vous en tant que dev dans ce cas-là, de vous repérer dans votre apprentissage et la place que vous prenez à l'intérieur de la boîte et l'autonomie que vous avez. Ça permet de gamifier un petit peu le truc en se disant voici sur quoi il faut que je me concentre pour apporter plus de valeur à la structure. Et donc évidemment il y a une forme de récompense qui peut être liée à ces échelons là, récompense financière dans ce cas-là. Et puis de savoir sur quoi se concentrer et que parfois travailler plus, c'est pas forcément apporter plus de valeur. On le voit à Younes qui est le maître pour s'éparpiller, même si tout ton focus, tu sais aussi le concentrer quand il est bien canalisé. Je pense que cette sorte de checklist, c'est un moyen de se recentrer, de se recaler sur des objectifs qui sont liés un petit peu à l'aventure qu'on vit tous ensemble. Et pour le coup, c'est pas forcément à moi, par exemple, dans le cadre du design CRO, de le définir à 100%. C'est un truc qu'on fera ensemble, Léna, Kylian et Elliot, où je vous balancerai une V1 et puis on se positionnera par rapport à ce qu'on cherche à atteindre tous, dans le seul et unique but qu'on continue tous à apprendre et à se servir de la boîte comme un prétexte pour être meilleur perso et professionnellement, que personne stagne, parce que c'est la première alerte qu'il y a un problème en fait dans le taf qu'on a. Exemple de bots final en CRO, je disais, de pouvoir me challenger sur les modèles et la structure. Par exemple, sur le dernier audit, on a amélioré la structure de création d'une task. Aujourd'hui, on a un audit sales qui convertit plus de 90% des personnes qui y passent sur le service CRO mensuel. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et en fait, ça va se tasser avec le temps parce que le monde évolue, les données qu'on cherche et la pertinence des recommandations qu'on va sortir en CRO, ou même que les concurrents peuvent sortir, va changer aussi. Et si on travaille sur notre modèle d'audit en admettant que c'est la meilleure version et qu'on ne pourra rien faire de plus, sans forcément la remettre en question, comme on remet en question l'intégralité des sites qu'on check au quotidien, et ben en fait on court tout droit vers l'échec et l'extinction de la boîte au fur et à mesure et sur le long terme. Donc on doit être capable de remettre en question tout ce qu'on fait au quotidien. C'est ce qu'a fait Younes avec la prod, c'est ce que font Max et moi au quotidien, parce que tout ce qui marche, j'en ai rien à foutre, je m'intéresse qu'à ce qui marche pas et à ce qu'on peut améliorer. Et pour le coup, c'est un peu la démarche qu'on demande à tout le monde, de voir, encore une fois,
que la base qui est acquise peut et doit être remise en question, elle doit bouger aussi vite que le monde du e-commerce et celui dans lequel on se trouve bouge. Et ne pas le faire, c'est plus ou moins s'avouer vaincu ou accepter que ça s'écroule. Ça concerne les deux boîtes. La définition des tâches, c'est soit la principale source d'échec, soit la principale source de réussite de tout ce qu'on fait dans les deux structures. En fonction de la définition de la tâche deployer, ça définit le résultat qu'on va apporter au client. Et sur les deux structures, la définition de la partie technique, la compréhension, la qualité du design, le fait que tous les champs soient présents, remplis, qu'on ait toutes les informations de bout en bout sur son évolution, mais aussi avant qu'elle commence, sur sa réflexion, etc. Ça change tout à ce qu'on fait. Un développeur qui récupère une tâche qui est 100% claire, 100% pertinente, qu'on a éventuellement réfléchi, découpé, il va gagner un temps stratosphérique en production, il ne va pas revenir dessus. Quelque chose qui a été déjà mis au clair avec le client ne sera pas remis en question post-design ou post-production, encore pire, ce qui peut arriver parfois, où on passe de la réflexion, design, développement, on envoie un lien de preview, le client il ne veut plus ça. C'est catastrophique, c'est une perte de temps sèche pour l'ensemble de l'entreprise. Donc mon point, c'est juste de dire que la définition des tâches, c'est le truc le plus important pour tout le monde. On a compris avec Max, je pense que c'était l'année dernière, que l'interaction humaine est le principal facteur qui tue les systèmes. Et tout ce qu'on a essayé de mettre en place pour que la boîte soit le mieux gérée, sans perdre d'informations et sans choses qui sont personnalisées, donc des DM ou des calls particuliers. Et le truc d'une tâche mal définie, ça crée des DM et ça crée de l'interaction de la part de Lena qui récupère la tâche, ça crée des DM et de l'interaction de la part de Lucas, et en fait ça fait une sorte de téléphone arabe où chacun fait sa propre compréhension de la tâche parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément prévues à l'intérieur, et où on arrive avec un livrable qui est différent de ce qui a été défini depuis le début. Pour le coup on a quand même vachement limité ces choses-là, mais le but c'est encore une fois de le renforcer et de le rendre vraiment bulletproof. Pour que il n'y ait pas de distance en fait entre ce qui est défini de base avec nous et expliqué au client dès l'entrée et la mise en base de la tâche jusqu'au delivery, et qui plus est, et c'est pas parce que j'ai pas envie de vous parler, avec le moins d'interaction humaine possible, parce que c'est ce qui garantit le fait qu'on a un système qui tourne, qui est asynchrone et sur lequel on n'a pas forcément de perte d'infos. Voilà. Je pense que c'est vraiment le truc que je voulais rajouter sur cette tâche. J'ai demandé à Max si c'était overkill. Pour le coup, il avait vraiment pas l'air choqué. Il pense même qu'on peut creuser encore plus la définition d'une tâche et continuer à le remettre en question. Donc encore une fois, c'est une amélioration qui devient actuelle et définie maintenant pour toutes les prochaines personnes qui définiront des tâches, mais qui est vouée à être mise en question et continuellement, quoi. Younes, je te pique la parole vite fait. Je parle de la partie sales, présentation de l'offre. Comment on se différencie en tant qu'agence de développement sur l'UVIK pour que tout le monde l'ait en tête. Je vous expliquerai le rôle des sales, mais globalement sur l'offre. En gros, la relation avec des développeurs, elle a toujours été synonyme pour n'importe quel e-commerçant, et le but c'est aussi de se mettre dans ses baskets, de deadline non respecté. Syndrome du garagiste, donc le mec qui essaye de te bullshit sur 100% des tâches qu'il fait et où tu as toujours l'impression d'avoir cette distance entre la personne technique et toi qui a le réel besoin du e-commerçant intérieur. Heures gonflées. Là où toutes les estimations sont grossies et en fait on remet toujours en question le travail qui est fait, et le but de l'UVIK, on va dire, c'est d'essayer de répondre à ça le mieux possible avec des estimations et une facturation qui est juste et un suivi qui est le plus transparent possible. On veut renouer plus ou moins entre la relation technique et professionnelle, dirons, du e-commerce, pour qu'on parle à part égale, qu'on soit capable de conseiller, d'orienter vers la solution la plus rapide à intégrer et la moins coûtante. Et pour le coup, ça a un prix. Et on s'est directement placé sur le prix le plus haut du marché. On n'a pas essayé de passer par quatre chemins. Sur Deployer, on a vendu des heures de dev à foison et on les a vendus à 40, à 60, à 80, à 90, à 100, etc. L'UVIK, on l'a placé à 120 € de l'heure. La première justification, parce que tout le monde fait des bons et a l'habitude aussi en e-commerce de travailler avec des devs sur Upwork ou des trucs dans le genre, où les coûts horaires sont littéralement divisés par deux. Et je l'ai sorti l'autre jour, c'est est-ce que tu préfères
payer 60 € de l'heure un dev qui x2 toutes ses heures pour aller chercher de la rentabilité, ou payer quelqu'un de juste qui te facture une heure, qui passe réellement une heure, au prix d'une et vraie heure d'un expert et d'une personne qui bosse sur la plateforme depuis des années. Shopify, c'est tellement accessible en fait. C'est du HTML, c'est du CSS, un langage de templating, etc. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais globalement, tout le monde qui a des skills en dev peut travailler très rapidement sur la plateforme. Ce qui fait que 90% en fait, des acteurs qui travaillent aujourd'hui en prestation de service sur Shopify, et je ne m'avance pas trop en disant ce chiffre, viennent de Hachi. Voilà, Hachi, disons Hachi. Le truc, c'est que payer 50 balles une heure, qui plus est gonflé, donc on payait 2, et avoir à revenir sur un travail qui a été effectué parce qu'il n'est pas en accord avec les lignes de développement du thème et de la base de thème technique sur laquelle on travaille, c'est payer au final 4 fois l'heure que l'UVIK te facturera et sur laquelle tu n'as pas à te retourner, à regarder en arrière. Tout ce qu'on développe est robuste et on fait tout pour que ce le soit avant même que ce soit présenté au client et qu'on puisse se concentrer sur les sujets suivants. Donc voici plus ou moins ce qu'on amène en plus avec la boîte. Donc on facture 120 balles de l'heure. On veut être la boîte juste et transparente. Donc de ce fait, toutes les estimations sont gratuites. C'est-à-dire qu'en tant que client, tu peux nous soumettre n'importe quel projet, devis, tâche, qu'on la réalise ou qu'on la réalise pas, que ce soit à titre indicatif pour anticiper les questions que se pose une personne technique alors que lui il est focus sur son business. Tout ça c'est gratuit. Et en plus de ça, et c'est mon goal en sales, on offre 100% du service et du support sur Shopify parce qu'on a cette expertise et cette expérience, parce que le support Shopify, Baptiste, tu pourras me le confirmer, est à la rue. Ils ne connaissent pas leur propre plateforme. Tout le monde répond à côté de la plaque. Quand il y a des problèmes de checkout, quand il y a des problèmes de domaine, quand il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec le thème, dès qu'ils voient un thème personnalisé qui est dispo sur la plateforme, ils te disent que c'est de ta faute, va voir avec les créateurs du thème pour retirer cette charge de support. Ce qui est horrible pour nous en tant qu'agence et développeurs de thème, parce qu'en fait, tu as cette figure autoritaire Shopify qui pointe du doigt toi petit acteur, et donc tu as tes clients qui se retournent vers toi alors que tu sais pertinemment que ton thème n'est en rien, ou même les développements que tu as mis sur ton thème ne sont en rien responsables de ce qui est en train d'arriver aux e-commerçants. Donc on prend cette charge de support, on l'avale pour Shopify, et on part du principe que cette relation qu'on crée avec le e-commerçant et cette sorte de référence technique qu'on devient est un point d'entrée à des estimations et à des demandes aussi récurrentes qu'elles soient de la part des clients. Donc c'est un service qui est beaucoup plus accessible aux e-commerçants. On se connecte à un Shopify à partir du moment où en fait il a généré du momentum et de l'attraction. On apporte cette brique d'expertise, ils peuvent nous solliciter unlimited. On garde les mêmes principes et valeurs que sur Deployer, c'est-à-dire que un message qui est envoyé dans la journée avant 18 h, il doit être répondu et on ne doit pas laisser quelqu'un dans le vent et dans le flou. On doit être efficace et très réactif sur les estimations qui deviennent la porte d'entrée de ce business de développement, et on facture que du temps passé. Donc on n'a pas d'offre X et Y pour prioriser 50 personnes ou stabiliser du MRR, seulement le temps qui est passé est facturé. Voilà. Donc pour l'information, si en sales, notre seul goal c'est de connecter des espaces Slack et créer de la connexion et de l'interaction avec les clients, et que les estimations sont la porte d'entrée du business. Aujourd'hui, en un mois, on a connecté 13 channels Slack, dont 3 anciens clients, il me semble, de The Deployer. On a 6 clients actifs, dont 2 refontes qui ont été réalisées, une qui est terminée et une qui sera publiée sous peu. Et donc moi mon rôle c'est déjà de reconnecter avec toutes les anciennes personnes avec qui on a connecté ces dernières années en e-commerce, et de plugger ce channel et ce support parce que c'est gratuit, c'est à disposition, et tout le monde a besoin de cette assistance parce que tout le monde se pose des questions continuellement sur cette partie technique. Donc ça c'est sur la partie deployer. La partie thème full stack avec des gens qui commencent à scorer, c'est un truc à prendre en compte, Baptiste, aussi sur le support, que cette solution existe, et en fait on voit de plus en plus de belles boutiques et des boutiques qui tournent être créées avec le thème. Donc toujours considérer en fait cette option supplémentaire et l'écosystème. C'est pas du tout impossible qu'on ait un client sur le thème full stack qui dépasse 1000 transactions par mois, avec lequel on fait des A/B tests sur The Deployer, et qui a un double contrat de maintenance avec l'UVIK. C'est pas du tout impossible, et c'est la raison pour laquelle on a créé un peu cet écosystème de solutions qui se complètent et qui se marche pas dessus. Younes, le boss de l'UVIK, tu veux rajouter un truc ?
J'ai pas grand-chose à rajouter pour la partie demande. Donc, en fait, je trouve qu'il y a deux problématiques sur l'UVK. La première, ce sera d'avoir des demandes les plus précises possibles en termes de délai. C'est-à-dire que si on reçoit demain une demande de la part d'un client et qu'on lui donne une fourchette de temps, faut pas qu'on soit trop en dessous ni trop au-dessus. Donc ça va être le challenge vraiment entre Maxime, Thomas et moi à creuser. Et le deuxième, ça sera l'exigence sur la production. Il faudra vraiment qu'on fasse un travail nickel, que le client ne se dise pas après avoir eu une tâche qu'il y a un défaut, que ça crée un bug ailleurs, etc. Il faut que vraiment la production se rapproche de l'excellence et et qu'un client il se dise s'il me crée un truc, c'est qu'il y a que quelque chose de créé. Il n'y a rien d'autre qui a été touché et que ça reste solide, quoi. Voilà. Ouais, c'est le principe, hein, quand tu mets tout de suite le prix le plus haut du marché, en face, il faut être les meilleurs, quoi. Donc C'est ça. là-dessus, nous, on fournira toute la structure et l'encadrement et la qualité de service avec tout ce qu'on a appris. Et après, c'est vous au quotidien qui allez être responsable de ces délais et de cette qualité. Comme l'a dit Younes, l'excellence, c'est la ligne de mire. Vous avez toute l'échelle, on vous a tracé toute l'échelle de ce qu'il faut apprendre pour y arriver. Actuellement, il n'y a personne qui est dans cet appel qui a coché toutes les cases. Je le redis, je vous l'ai déjà dit individuellement. Et vous avez toute l'échelle, vous avez ce que fait le service, ce qu'on vise, vous avez toute l'infrastructure, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur viser cette performance-là et le faire en prenant plaisir, parce que sinon ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a un truc qui est important sur ce genre de call, je suis en train de me rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, le gros avantage qu'on a avec ces trois structures, c'est qu'on peut faire descendre des enseignements à des personnes qui contribuent à une seule, ou même à des personnes qui contribuent qu'à une seule partie d'une des activités, comme les sales ou la production de The Deployer. Et je pense qu'on va se faire des points comme ça tous les trimestres, que par exemple l'UVK, ThemeFullStack et Deployer restent trois entités visuellement différentes de l'extérieur, mais si ces connaissances-là, on peut les mutualiser et faire grandir tout le monde plus rapidement avec les apprentissages qu'on apprend d'un côté et de l'autre, parce que si tu groupes l'UVK et The Deployer, en fait on touche on touchera le double de clients d'un coup, donc techniquement le double de conclusions à faire redescendre à tout le monde. Je pense que c'est super important et que ça apportera de la valeur à chacun, quoi. J'ai un dernier point sur le thème pour que vous soyez au courant. Le thème, ça a toujours été le projet qui tournote, quoi. Qui est porté par l'organique. Il n'y a pas de publicité qui ramène des clients sur le thème. On a switché sur un modèle d'abonnement 2 ans en arrière. Pour vous donner quelques chiffres, on a une version gratuite et on a une version payante. Quasiment 10 000 personnes sont passées par la version gratuite seulement en trafic organique, donc SEO et YouTube. On a fait passer 2000 abonnés au global sur la version payante et on a 500 abonnés actifs. On a passé le cap pour la première fois là où on doit être à 495, quoi. On a changé de pricing récemment. C'était la règle de Maxime pour passer sur le thème. Il m'a dit je viens mais tu le vends plus à 12, tu le vends à 18. Bon, d'un autre côté, le pricing reste ridicule par rapport à la valeur qu'on apporte, parce que c'est une seule des 70 applications qu'on permet de remplacer via le thème. Mais c'est un projet qui va prendre plus d'ampleur, en fait, parce que le monde amène le monde, en fait, et on sent déjà l'exponentiel arriver. Plus de personnes utilisent le thème, plus les gens qui espionnent les boutiques e-commerce, qui cherchent des business à lancer en drop ou n'importe où, voient la boutique tourner et ont des outils pour voir quel thème est utilisé, etc. Donc plus le thème tourne, plus les gens voient le thème, plus on récupère d'inscriptions, et on essaye de booster ça avec cette partie de contenu qu'on va rebalancer. La strate de contenu sur le thème, elle est simple, c'est qu'on prend toutes les questions basiques sur Shopify et on les dilapide. Généralement, quand je vais au studio, je tourne 15 vidéos d'un coup et on a du contenu pour 4 mois sur le thème. Et ensuite, c'est l'organique qui porte le produit. On veut garder un produit qui est le plus simple possible à administrer et même à prendre en main, parce que sinon ça crée une barrière directe avec des débutants qui commencent sur la plateforme. Mais on veut aussi un produit qui soit évolutif comme Shopify l'est. C'est facile sur Shopify de créer ton thème et ta boutique en quelques secondes, mais c'est aussi adapté à une boutique qui fait 15 millions par année. Et donc on n'a pas la volonté d'être Shopify, mais à notre échelle, à l'intérieur du thème, on veut quelque chose qui visuellement reste simple et puis évolutif, d'où la version gratuite, et puis le passage au fur et à mesure sur les versions payantes, et puis les fonctionnalités les plus complexes. On a de plus en plus de marques, de vraies marques, et c'est ce qu'on vise, qui utilisent le thème. Tapilou, Verjade, Sampar, Madi et moi, Via Fortis, il y en a d'autres que je vais lister sur le site. Baptiste en voit passer aussi plus que moi
sur le support, mais c'est inspirant et ça fait kiffer de voir en fait les créations que les gens font grâce aux outils qu'on a mis à disposition. Et pour le coup, c'est aussi facile sur le thème de créer quelque chose de complètement dégueulasse que de créer quelque chose de bien. Il faut avoir cette attention, il faut avoir les visuels, il faut avoir toute la matière qui te permet de le faire. Mais on a quand même des belles boutiques qui sortent et ça fait plaisir. On a publié récemment une dernière mise à jour sur l'offre, sur la quantité, cross-sell, etc. qui fait du bien en fait aux features historiques du thème. Et là pour le coup, pour le Q4, on fera pas de grosses mises à jour, on s'est mis d'accord là-dessus avec Max. Par contre, il y en a une petite qui risque de passer si on a des problèmes récurrents qui reviennent. Donc le but c'est d'avoir toujours la version la plus stable possible, qui minimise le support client. On se rend compte qu'on a quand même 500 personnes. Si on met 500 personnes dans une salle, même une salle de conférence, c'est énorme. Ces 500 personnes utilisent le produit au quotidien, trifouille les sections dans tous les sens, change les paramètres de thème, etc. Donc la rigueur qu'on a dû avoir et mettre en place depuis toutes ces dernières années, c'est avoir un produit qui n'a pas de problème, même si le thème est trifouillé dans tous les sens. Pour le coup, je trouve qu'avec la charge de support qu'on a à l'heure actuelle, on y est quand même bien arrivé, mais il y a toujours des choses à faire, quoi. Plus rien à dire, les gars, je suis lessivé de toute façon. Merci à tous pour votre attention, implication. Merci encore pour ce summer. On a moins parlé de la suite, mais la suite elle est plutôt claire et elle est définie. Donc suivons le flow. Puis après on en rediscute un peu plus précisément parce que évidemment j'ai moins de choses à dire à Lucas qu'à Elliot, Kylian et Léna. Et sache que tu me manques, Lucas. Pas à moi, mec. Je te manque que quand je dois trouver Neuilly sa mère à 22h.